Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Adi Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur notre site internet chaimacapital.com ou envoie-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais, ça fait, ça fait quelques semaines là que on n'a pas pu poster, mais on prépare quelque chose de grand et de phénoménal pour les jours à venir. Restez câblés pour savoir de quoi il s'agit. Je crois que si vous suivez les news, vous avez appris la guerre qu'il y a entre Israël et Gaza en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de samedi? Il y a eu des insurgents palestiniens, on va dire du Hamas, qui ont traversé la frontière israélienne et qui ont tué près de 1500 personnes, 1500 Israéliens qui étaient pour certains en train de fêter, pour d'autres qui étaient dans leur maison. Ils ont tué les parents, les grands-parents, les enfants, les jeunes. Ils ont pris certains d'entre eux aussi en otage. Et par réaction, Israël a décidé de bombarder Gaza et d'anéantir complètement le mouvement islamique de révolution qui s'appelle le Hamas. Bon, vous savez, cette révolution est là depuis même avant que nous soyons nés. C'est depuis 1945 qu'il y a ces problèmes-là. Je souhaite juste que nous puissions arriver à une conclusion qui n'alourdissent pas le nombre de morts qui s'accumulent chaque jour. Donc, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans avoir à mentionner cet état de fait aujourd'hui en 2023. Donc, pour ceux qui veulent connaître un peu plus ce qui se passe, vous avez Google qui est là, vous avez Facebook, vous avez YouTube et vous avez Twitter. Mais attention, les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook sont remplis d'intox. Donc, il y a de la vraie information qui circule, mais aussi de la fausse information. C'est à vous de faire le tri par rapport à ça. Donc, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, ça se passe très bien. Je me porte bien et comme je disais, on est vraiment occupé à faire quelque chose de très important. Ça fait un moment, je me sens un peu, on va dire, novice parce que je n'ai jamais espacé mes épisodes comme ça. Je m'assure à ce que mes épisodes soient au moins chaque semaine là. Bon, mais je comprends aussi qu'il y a des des responsabilités de la vie qui sont là et que l'on doit embrasser. Plus on grandit, plus on a des responsabilités et c'est à nous de répondre à cette responsabilité-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la xénophobie en Afrique. Nous allons parler de la xénophobie en Afrique. Et la question que on va se poser, c'est quoi la xénophobie? La xénophobie, c'est une hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers. Et pourquoi je parle de la xénophobie? Parce que c'est un fait social dont on parle. On parle plus du racisme, du blanc envers le noir, de l'arabe envers le noir,
Oui, c'est un racisme qui est là, présent, mais souvent on oublie de parler on va dire, de racisme, entre guillemets, on appelle ça xénophobie, du noir envers le noir. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'Afrique est le siège de plusieurs civilisations, plusieurs cultures, plusieurs langages et plusieurs philosophies africaines. Et nous savons très bien que notre histoire est basée sur de très grands nombres de faits. Notre histoire n'a pas commencé après l'esclavage, mais bien avant ça. Là, je parle du royaume Congo, de Soundiata Keïta, royaume du Mali. Je parle de Kémite. Quand je parle de Kémite, je parle de l'Égypte ancienne. Je parle des Zoulous. Et dans tout cela, nous avons remarqué que nous avons une civilisation qui est enrichissante, une civilisation qui est unique, diversifiée, diverse. Après, nous avons eu l'esclavage, puis la colonisation, puis l'indépendance. Et durant la colonisation, nous avons assisté à un découpage de notre territoire. Il y a eu la formation des pays qui sont existants aujourd'hui. Congo, Gabon, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, etc., etc. Et à travers ces pays, nous avons formé des nations, nous avons formé une identité patriotique. On est fiers d'être ivoirien, on est fiers d'être malien, on est fiers d'être congolais, on est fiers d'être angolais. Mais malgré cette fierté, nous oublions souvent d'être fiers d'être africains. Et souvent notre frustration, nous ne savons pas où la placer, ou encore nous plaçons notre frustration à notre semblable parce que notre semblable est facilement quelqu'un à atteindre. J'ai regardé un document sur la xénophobie en Afrique du Sud. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi il y a la xénophobie en Afrique du Sud? Parce que lorsque l'Afrique du Sud a vécu sous l'apartheid, nous avons soutenu l'Afrique noire a soutenu l'Afrique du Sud. Lorsque Mandela est sorti, l'Afrique noire s'est réjouie en même temps que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour beaucoup d'Africains, était synonyme de liberté, de persévérance, mais aussi d'espoir, qui sont des faits manifestés par leur ancien président, le défunt Nelson Mandela. Et pour beaucoup d'Africains, l'Afrique du Sud est considérée comme une pépite africaine où le niveau de vie, le développement de vie est mieux comparé à beaucoup d'autres pays subsahariens. Là, je parle de manière globale, parce que nous verrons très bien que le taux de criminalité, le taux de pauvreté est très élevé en Afrique du Sud. Donc, lorsque nous plaçons ce stage ou ce stage, lorsque nous plaçons ce décor et nous voyons que l'Afrique du Sud est considérée comme un exemple de développement africain, c'est normal qu'elle attire les Africains d'autres régions, les Africains du Congo, Africains de Nigeria, Ghana, Bénin, parce que l'économie, la loi de l'économie veut que si l'on découvre un produit ou un service qui rapporte de l'argent, cela attire
de la compétition. Cela attire des consommateurs et des clients. L'Afrique du Sud étant ce pays qui manifeste des opportunités dans l'Afrique noire, c'est normal qu'elle attire d'Africains venant de différentes régions. Et aujourd'hui, quand je parle, j'ai des amis, j'ai des cousins qui étudient en Afrique du Sud. Maintenant, malgré le fait que pour beaucoup, l'Afrique du Sud est un pays développé, est un pays qui rivalise avec d'autres pays développés d'Europe, nous assistons à un problème socio-économique qui a toujours existé depuis l'implémentation de l'apartheid. La pauvreté parmi la population noire de l'Afrique du Sud. Lorsque Mandela se battait, il se battait pour la liberté des Africains, la liberté de voter, la liberté de vivre librement, etc., etc. Nous avons oublié d'adresser les problèmes économiques. Et je crois que c'était la même erreur qui avait été faite avec Martin Luther King, que lui-même il a remarqué. Il a remarqué qu'il n'adressait que le côté social. Et il avait oublié d'adresser le côté économique. Et lorsqu'il a commencé à toucher le côté économique de son combat pour la liberté économique de la population noire américaine en Amérique, il n'a pas pu atteindre cet objectif parce que par la suite, il a été assassiné. Et je pense que le combat social avait lieu d'être, mais que par la suite, le combat économique devait suivre. Et je pense qu'après la mort ou après le mandat de Nelson Mandela, nous nous sommes reposés sur nos lauriers. Et là, je parle des Sud-Africains. Parce que durant l'apartheid, les moyens de production étaient détenus par les Blancs. Vous êtes d'accord avec moi? Les moyens de production étaient détenus par les Blancs. Les capitaux étaient détenus par les Blancs. Lorsque l'apartheid a été démantelé, les capitaux, les moyens de production étaient toujours détenus par les Blancs. C'est vrai maintenant que les Blancs et les Noirs pouvaient maintenant vivre ensemble, mais la situation économique du Sud-Africain n'a pas changé. Il ne s'est même pas amélioré. Et cela a créé de la frustration parce que le Sud-Africain se dit: je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre de marcher. Mais en réalité, je suis prisonnier de ma vie parce que je n'ai pas les moyens de vivre où je veux, de manger où je veux. Et je n'ai pas les moyens de m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter. Il y a eu une erreur, pas une erreur, on va dire, il y a eu un oubli de dresser un plan économique qui permettrait l'élévation de l'état économique des Noirs, des Sud-Africains noirs, après l'apartheid. Je veux dire quoi par là? Lorsque vous êtes assujetti envers un pouvoir,
Et lorsque l'on vous libère, il y a un suivi pour, on va dire quoi, il y a un suivi qui doit s'opérer pour pouvoir vous aider à rétablir le gap, à rétablir la distance ou les méfaits qui ont été causés dans votre vie. Durant l'apartheid, nous avons assisté à l'appauvrissement de la population noire sud-africaine. Après l'apartheid, nous devions assister à une politique qui permette de relever cette population avec des programmes concrets. Quand je parle de programmes concrets, je parle de la création des jobs autour de ces populations-là, de la création d'emplois, de formation, d'écoles autour de cette population-là. Elle ne s'est pas opérée. Et aussi l'empowerment ou encore le fait de doter les entrepreneurs noirs des capitaux nécessaires pour la poursuite de leurs objectifs économiques. Parce que ce sont des entrepreneurs qui créent des business, qui créent des activités, qui engagent la population et qui stimulent un pays. Mais dans tout ce que je vous dis, ce sont des programmes qui n'ont pas existé. Ces programmes n'ont pas été implémentés, ces programmes n'ont pas existé. Donc nous avons assisté à une population qui est libre, mais qui a faim, qui est désorientée économiquement. Et par rapport à ça, cette population sud-africaine voit des étrangers qui viennent dans leur pays et qui réussissent, pendant qu'eux ne réussissent pas, qui créent des business, pendant qu'eux ils n'avancent pas. Et on se demande, mais ces étrangers-là, comment se fait-il que je suis dans mon pays, eux ils viennent, ils réussissent, ils s'organisent, après 5, 6 ans, 7 ans, ils dominent une industrie précise, et moi je suis là, je suis toujours au chômage. Et parce que je suis au chômage, j'ai besoin de la drogue, je me drogue, je bois, etc., etc., etc. Et cela a créé une jalousie. Et cela a créé une rancœur. Et à cause de cela, certains, je ne dirais pas tous les Sud-Africains, certains Sud-Africains ont développé du mépris envers les étrangers. Vous allez me dire que mais Hardy, tu n'es pas en Afrique du Sud, pourquoi tu me racontes tout ça? Tu te bases sur quoi pour raconter tout ça? Je me base sur le reportage d'une femme. C'est sur YouTube. C'est là, tapez juste la xénophobie en Afrique du Sud. Vous verrez le reportage. Et dans ce reportage-là, la dame pleurait même. Elle pleurait. Elle disait, je déteste les étrangers, je déteste les étrangers. Et lorsque vous regardez le reportage, vous allez remarquer que son fils est mort. Son fils est mort, je crois overdose, si je ne me trompe pas. Overdose de drogue. Qu'est-ce qui l'a amené à faire l'overdose de drogue? Il a fini ses études secondaires, si je ne me trompe pas, il a fini ses études secondaires. Je crois qu'il n'avait plus de boulot, il a perdu du boulot. Il est tombé dans la dépression. Et pendant qu'il est tombé dans la dépression, il a utilisé les drogues pour s'échapper de cette dépression-là. Mais en utilisant les drogues pour s'échapper de cette dépression-là, il est mort. Et d'après la mère, la drogue que son fils a utilisée venait de
venait d'un étranger. Mais lors de sa logique, elle n'arrive pas à pointer le fait que son fils vivait la dépression à cause d'un fait économique qui existe dans la population sud-africaine noire. Il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Aujourd'hui, une grande majorité de la population sud-africaine noire est marginalisée. Les boulots que cette jeune population a ne leur permet pas de vivre une vie noble. Et à cause de ça, nous avons la formation de township. Nous avons la criminalité qui est élevée, le taux de sida qui est élevé. En fait, on assiste à tous les effets qu'il y a lorsque on n'a pas une prospérité économique. Et la question à se poser, c'est à qui la faute? On doit chercher quelqu'un. Et la personne qui est atteignable, c'est l'étranger, parce que le gouverneur, le président, le ministre, voilà, ils ne sont pas dans les quartiers. Mais l'étranger qui a son business, il est dans le quartier. L'étranger qui vend ses services, il est dans le quartier. Donc, l'étranger devient la cible de ce mécontentement. L'étranger devient la cible de cette jalousie et de ce stress. Mais aujourd'hui, je fais cet épisode pour dire que il va falloir qu'on s'assoie. Et qu'on se pose la question, c'est quoi la racine du problème? La racine du problème, c'est qu'il n'y a jamais eu un programme économique qui permette d'élever la population noire sud-africaine qui a été ostracisée. Il n'y a jamais eu ce plan économique-là. Nous nous sommes juste limités au fait que l'on avait des libertés sociales. On peut aller manger partout. On n'a plus besoin d'avoir un restaurant pour les noirs, mais un restaurant pour les blancs, une école pour les noirs, une école pour les blancs. Ou dans les écoles des noirs, on apprend que le Africans, etc., etc., etc. Mais nous avons oublié de travailler sur le plan économique, parce que l'économie, c'est le sang d'une nation. Parce que si les gens ne travaillent pas, les gens ne subviendront pas à leurs besoins. S'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, ils ne prospéreront pas. S'ils ne prospéreront pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a la criminalité qui est là, qui est élevée, le taux de chômage qui est élevé, le taux de suicide qui est élevé, les maladies sexuellement transmissibles qui sont élevées, etc., 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 etc. Aujourd'hui, s'attaquer à son frère africain à cause d'une situation qui n'a pas créé, je crois que ce sentiment manque de sophistication. Il faut que nous soyons sophistiqués. Il faut que nous puissions comprendre comment le monde fonctionne. Et le monde fonctionne aujourd'hui grâce à l'économie. Et la force qui gère là où tu vis, comment tu vis, où est-ce que tu emmènes tes enfants à l'école, où est-ce que tu vis, ta retraite,
ta condition de vie, la force qui gère tout ça, c'est le capitalisme. Et aujourd'hui, et depuis la création de cette force-là, nous ne savons pas maîtriser les tenants et les aboutissants de cette force-là. Et parce que nous ne savons pas maîtriser les tenants et les aboutissants de cette force-là, nous sommes toujours victimes. Et comment sommes-nous victimes? Nous sommes victimes parce que nous sommes toujours des gens qui n'avons pas l'argent. Nous sommes toujours des gens qui sont toujours au chômage. Le plus grand taux de chômage, le plus grand taux de ceci, le plus grand taux de cela. Pourquoi? Parce que, dans ce système économique, on nous a mis de côté. De deux, nous n'avons jamais essayé de comprendre ce système de manière proactive, de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que nous vivons de cette manière-là. Quelles sont les forces qui régissent le fait que je gagne un certain montant, qu'il y a un certain type d'industrie dans ma communauté? Quelles sont les politiques qui mettent en place toutes ces dynamiques-là? Et quel leader nous devons voter pour que cette politique-là change et bénéficie ceux qui vivent sur le territoire. Mais sans cette vue globale des choses, nous allons toujours chercher un bouc émissaire. Le problème avec le bouc émissaire, c'est qu'il n'est jamais la raison, la source, la racine de la situation dans laquelle nous vivons. Et donc, je vais terminer par dire que la xénophobie entre nous Africains ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas exister. Remarquez, l'Union européenne, l'Europe s'est réunie pour faire face aux États-Unis. En tant qu'Africains, nous devons aussi être unis pour faire face pas seulement à l'Amérique, mais pour faire face aux forces qui n'ont pas notre intérêt. Pour faire face au capitalisme qui nous marginalise. Parce que le capitalisme est une force qui peut faire du bien, elle peut aussi être une force qui peut nous faire du mal. Et jusqu'à maintenant, elle a été cette force qui nous fait du mal. Allez, je vous remercie. See you soon.